Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, les enjeux du mois de mai sur les marchés, on en parlera avec nos invités de Planète Marché pendant une quarantaine de minutes, avec un indicateur américain intéressant à décortiquer. Est-ce que l'industrie manufacturière américaine a déjà connu son pic d'activité? L'ISM manufacturier pour le mois d'avril, la grande enquête réalisée auprès des directeurs d'achat dans le secteur industriel, dans le secteur manufacturier aux États-Unis, marque un sacré coup d'arrêt puisqu'on était autour de 65 pour cet indicateur sur le mois de mars. Le mois d'avril était attendu à peu près stable et le chiffre est ressorti nettement sous les attentes, autour de 60, ce qui montre bien quand même qu'il y a une limite physique à la reprise aux États-Unis, qui est en avance de phase évidemment par rapport à l'Europe. La demande submerge l'offre aujourd'hui, avec en plus des effets de pénurie, des effets prix sur les matières premières, au point que tous les directeurs d'achat le constatent. L'ensemble des prix payés progresse à un rythme historique aujourd'hui et les capacités de production sont un peu entravées par cette situation. Est-ce qu'on a atteint le pic de la reprise aux États-Unis? Est-ce que c'est un sujet important pour les marchés et les investisseurs? C'est la question qu'on se posera avec nos invités dans un instant. On dira un mot sans doute aussi de ce procès qui s'ouvre, et un procès peut-être historique, le procès de l'Apple Store en Californie, avec Apple accusé d'abus de position dominante par un éditeur de jeux vidéo bien connu. La société s'appelle Epic Games et édite entre autres l'un des plus grands succès de ces dernières années, le jeu Fortnite, et le procès de l'Apple Store durera 3 semaines pour l'instant. Sans doute un peu plus, on peut imaginer des appels, des recours en fonction du verdict, mais 3 semaines déjà d'audience qui seront particulièrement suivies dans un contexte où la régulation des grandes plateformes devient un sujet politique de premier plan, surtout aux États-Unis. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, on parlera investissement immobilier à travers les SCPI et plus précisément immobilier et ISR, l'immobilier responsable, et c'est le président de Perial Asset Management qui sera avec nous à partir de 19h15 en plateau. Eric Cosra pour traiter ce sujet avec nous. La première séance du mois de mai aura été positive sur les marchés européens. Résumé complet après la clôture avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 qui aura d'ailleurs passé une bonne partie de la journée malgré un petit passage à vide en milieu de séance. L'indice parisien gagne ce soir 0,61% à 6307 points. Les investisseurs ont tout d'abord pu prendre connaissance ce matin des indices PMI dans le secteur manufacturier. Des indices qui traduisent d'ailleurs une solidité du secteur au mois d'avril, même si les deux principales économies de la zone euro constatent un ralentissement de leur progression sur le mois. Dans le détail, l'indice PMI Markit dans le secteur manufacturier, donc pour la zone euro, ressort à 62,9 points au mois d'avril, son plus haut niveau depuis l'existence de l'indice en question, à savoir depuis 1997. L'Allemagne constate de son côté une activité manufacturière solide sur le mois, mais légèrement inférieure au mois précédent, ainsi qu'à sa première estimation, et ressort au final à 66,2 points. En France, le ralentissement est plus net. Le PMI manufacturier ressortait à 59,3 points au mois de mars. Il passe à 58,9 points au mois d'avril. Notons en revanche que l'Italie et l'Espagne voient leur activité manufacturière continuer sur leur lancée. Le PMI manufacturier ressort tout d'abord à 60,7 points en Italie sur le mois, un nouveau record, tandis qu'en Espagne, il ressort à 57,7 points, son plus haut niveau depuis plus de 20 ans. Côté statistique toujours, restons en zone euro tout d'abord et en Allemagne plus précisément, où les ventes au détail ont progressé au mois de mars, affichant une croissance de 7,7% par rapport au mois précédent et une croissance de 11% sur un an, un niveau que plusieurs observateurs attribuent à l'assouplissement des mesures de restriction. Et puis direction les États-Unis à présent, où les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'indice ISM du secteur manufacturier qui recule de son côté de 4 points pour tomber à 60,7 points, alors que les analystes anticipaient une légère progression
progression sur le mois d'avril pour atteindre 65 points. Une pause donc dans la reprise après un niveau record atteint au mois de mars. États-Unis toujours, les craintes qu'une inflation trop forte pousse la Fed à revoir sa politique monétaire reviennent d'ailleurs sur le devant de la scène depuis ce matin et même depuis vendredi soir. Et ce malgré les déclarations récentes de Jérôme Powell. En cause la progression de 0,5% de l'indice des prix PCE Core au mois de mars aux États-Unis. Un niveau conforme aux attentes mais qui témoigne de la plus forte progression de l'indice depuis 2018. Jérôme Powell qui s'exprimera à nouveau d'ailleurs ce soir lors d'une conférence organisée par la National Community Reinvestment Coalition. En attendant, Janet Yellen s'est voulue rassurante ce week-end sur les risques inflationnistes, notamment des plans de relance voulus par Joe Biden, précisant que toutes les dépenses seraient étalées de manière globalement uniforme sur les 10 prochaines années. Aux États-Unis toujours, les investisseurs ont également en tête les propos du président de la Fed de Dallas qui constatait ce week-end des excès et des déséquilibres sur les marchés financiers alors que l'immobilier est selon lui à des sommets. Une situation qui fait dire à Robert Kaplan qu'il est impératif que les taux d'intérêt soient remontés d'ici à 2022. En attendant, les investisseurs peuvent suivre ce soir le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis qui progresse face à la situation actuelle et revient aux alentours des 1,62%. Ça, c'était pour les actualités macroéconomiques ou les statistiques. Du côté des valeurs à suivre ce soir à Paris ou d'ailleurs aux États-Unis. On note tout d'abord à Paris que les immatriculations de voitures neuves reculent de 25,4% exactement au mois d'avril en France. Une nouvelle qui n'impacte pas Stellantis dont les ventes reculent de 30% sur la période, ni même Renault dont les ventes reculent de 32% sur la période puisque Stellantis gagne 1,6% ce soir, Renault 1,77% ce soir. Mais dans le secteur automobile, toujours Faurecia gagne 1,16% tandis que Valeo gagne 1,15%. Et aux États-Unis, on note que Berkshire Hathaway, le fonds de Warren Buffett, publie de son côté un bénéfice d'exploitation trimestriel en progression de 20% à un peu plus de 7 milliards de dollars. Warren Buffett qui en a profité pour expliquer que la mode des SPAC sur les marchés financiers complique ses investissements alors que le groupe totalise actuellement 145,4 milliards de dollars de réserves de cash. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs pourront prendre connaissance des résultats trimestriels de AXA en France, mais également de Ferrari, Infineon ou encore Pfizer à l'international. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Juvin est avec nous ce soir, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Bienvenue. Frédéric Rollin est avec nous également ce soir, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Et Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau et compagnie, nous accompagne également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bienvenue. Le thème du jour, le thème du mois de mai peut-être, c'est le thème du pic. Le pic d'activité aux États-Unis, le pic des résultats pour les grandes entreprises, le pic de la vaccination peut-être, le pic de la liquidité banque centrale éventuellement. Vous voyez, le thème du pic qu'on peut décliner sous plein d'angles possibles. Ce thème du pic qui est quand même alimenté par cet indicateur qu'on a vu aujourd'hui aux États-Unis, l'ISM manufacturier, qui semble avoir marqué peut-être un sommet. Le chiffre d'un mois ne fait pas une tendance, mais on a quand même, pour la première fois depuis longtemps, une surprise négative majeure sur un indice d'activité américain. Je parlais des limites physiques de la reprise. Est-ce qu'on y est, Frédéric Rosier ? Je vais laisser parler les économistes sur l'ISM, mais sur les marchés, c'est vrai qu'il y a plein d'indicateurs aujourd'hui qui arrivent à des niveaux records. Alors, on a eu des publications qui, certes, étaient sur des niveaux record en termes de le consensus. Voilà, de surprise, en termes de surprise économique ou de surprise microéconomique. Donc là, effectivement, sur le S&P, ce matin, on avait plus de 300 sociétés qui avaient publié. On avait quasiment 70% des sociétés qui avaient à la fois le PS, donc les bénéfices, et également le chiffre d'affaires au-dessus du consensus. Donc c'est remarquable. Par contre, surprise, impact négatif lorsque les sociétés publient au-dessus. On l'a vu encore, hein. Si on regarde bien l'évolution, on parlera tout à l'heure d'Apple, mais Apple est en dessous de son niveau de publication. On voit Amazon qui est à peu près sur les niveaux. En Europe, des STM, des résultats extraordinaires. Le titre est largement en dessous de ses publications. Dassault Systèmes, c'est la même chose. Donc on voit bien qu'on a du mal quelque part avec ces bonnes surprises. C'est important, Frédéric. C'est documenté et de manière quantitative. C'est-à-dire que les entreprises qui ont pourtant publié des résultats très au-delà des attentes
le marché s'est plutôt servi de ces publications comme prétexte pour vendre la nouvelle, alléger les positions. C'est comme ça que ça se passe maintenant sur les 2/3 de la période de publication. Effectivement, on vend la nouvelle parce que les résultats, regarde, sur un an, c'est 40% de progression des bénéfices aux États-Unis sur le S&P. Et on est 20% au-dessus du niveau pré-Covid en Q1 de 2019. Donc il y a tout, effectivement, qu'on donne ce genre d'informations pour penser que le marché va continuer sur une dynamique positive. Oui, mais on a aujourd'hui une exposition action qui est quasiment sur des niveaux records dans les allocations. C'est-à-dire que les grands allocataires, aujourd'hui, ont poussé le curseur sur un niveau quasiment historique. BofA donnait à peu près 65% d'exposition à actions. On a les hedge funds aussi, qui sont sur un niveau de levier, leverage, qui est de 100% de l'actif. Donc on est déjà super investi. Donc on se dit, effectivement, qu'est-ce qui va donner cette énergie supplémentaire pour aller battre record sur record? On voit que les résultats ne suffisent plus aujourd'hui pour le faire. À l'inverse, c'est vrai que les déceptions peuvent entraîner. Quoique la particularité de ces publications, les déceptions ont un peu moins affecté à la baisse les sociétés. On est même sur un niveau plutôt haut de résilience des sociétés qui publient des résultats en dessous des attentes. Si je traduis, ça a plus baissé quand les surprises étaient exceptionnellement bonnes que quand elles étaient légèrement inférieures en relatif. D'accord. Alors, qui s'explique aussi, par honnêteté, on va aussi expliquer ce mouvement qui est dû essentiellement quand même à la rotation sectorielle que nous avons en ce moment, c'est-à-dire qu'on voit bien le Nasdaq est en baisse aujourd'hui, qu'on commence à plafonner sur la thématique croissance et que le repricing quelque part des thématiques value aujourd'hui sur lesquelles il y a des fois des surprises un peu moindres, finalement limite la casse. Donc voilà, on explique un peu ce mouvement par la rotation sectorielle. Ouais, très intéressant. Bon, le sujet du pic, moi je veux bien qu'on redise un mot quand même de l'ISM manufacturier du mois d'avril. Vincent, je ne sais pas s'il y a des éléments intéressants. Il faut rappeler comment ça fonctionne. Donc le directeur des achats reçoit le questionnaire et c'est chaque fois oui ou non. Est-ce que votre business s'est amélioré? Et puis il y a plein de sous-questions sur est-ce que les prix que vous payez pour produire sont plus élevés ou moins élevés que le mois précédent. Sur l'emploi également, on a le même schéma de questions. Est-ce que vous trouvez plus facilement des employés aujourd'hui? Est-ce que vous allez recruter demain? À chaque fois, c'est un système de questionnaire assez simple. On pondère tout ça et plus on tend vers 100, plus tout le monde est content de la situation. On était à 65 autour pour l'ISM manufacturier au mois de mars, ce qui est un niveau extrêmement élevé d'expansion, de rythme d'expansion. Le marché où les économistes attendaient que l'indice soit à peu près stable en avril, autour de 65, on reste sur une dynamique très positive en termes de reprise économique aux États-Unis et boum, petit accident. Et encore une fois, dans le contexte actuel, c'est rare d'avoir une surprise aussi négative sur un indicateur économique aux États-Unis. Qu'est-ce que ça nous dit, Vincent? Bon, l'ampleur, je pense qu'il faut la mettre dans le contexte d'une période économique inouïe, jamais vue à nombre d'égards. Donc c'est vrai que c'est parfois un petit peu difficile, en tant qu'économiste, d'émettre des suppositions par rapport à la tendance. On le faisait d'ailleurs en off avant que l'émission commence. Je pense que c'était éminemment difficile. Par rapport à est-ce que c'est le pic conjoncturel aux États-Unis? Pour ce cycle, je pense que le premier trimestre 2021 l'était sans doute. C'est-à-dire que si on fait finalement des comparaisons à cette année par rapport à l'an passé, le pic de la croissance était au premier trimestre 2021. Après ça, on va avoir quelque chose qui va se tasser. Ceci est dû notamment au fait que, en tout cas, le focus des autorités en termes de relance budgétaire, il a été essentiellement au premier trimestre. Rappelons-nous, l'échec aux Américains, la revalorisation des allocations chômage, beaucoup de dépenses dans les soins de santé et autres ont été consentis fin de l'an passé, début de cette année. Donc réellement, pour les entreprises interrogées, ces dernières semaines, ces derniers mois, évidemment, l'enthousiasme allait croissant puisqu'il y avait davantage de mesures budgétaires qui étaient déployées et que parallèlement, la campagne de vaccination battait son plein aux États-Unis et qu'on réouvrait l'économie. Donc il est vrai, on ne voyage plus évidemment, mais enfin, toutes nos connaissances qui se trouvent outre-Atlantique nous rapportent évidemment la vie qu'il y a là-bas, Disneyland qui réouvre, les rues de New York qui sont bondées, enfin, toutes des choses qu'évidemment à Paris on rêverait de voir et qui ont alimenté évidemment l'enthousiasme de ces entreprises. Donc oui, le pic, il était en premier trimestre 2021. Ce sera intéressant d'ailleurs pour la suite de la discussion par rapport aux thématiques de taux et d'inflation et de soutien pour les marchés, qui peut, en tout cas, concepts qui peuvent en découler. Cela étant, le reste de l'année devrait rester évidemment très positif aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une croissance en berne. La réouverture continue. Il y a encore pas mal de pans de l'économie qui sont pas encore, qui tournent pas à plein rendement. Donc ceci soutiendra encore la croissance dans les mois à venir.
et le gouvernement est toujours bien là. L'enthousiasme du moment, c'est le plan d'infrastructure. Janet Yellen le dit, ce sera ventilé sur 10 ans. On va retourner dans de la relance budgétaire beaucoup plus classique, dont l'impact économique ne se fera sentir que peut-être au mieux pour le prochain président. Donc, modérons aussi, je dirais, les conclusions qu'on peut en tirer sur l'inflation, sur les taux et sur les marchés. L'Europe aura en tout cas son mot à dire économiquement, puisque finalement on a été en retrait sur la vaccination, sur la relance. On aura notre pic probablement dans un trimestre ou deux après les États-Unis. Au cours de l'été ? C'est ça l'idée. Je si on pense essaye d'avoir un calendrier en tête. On doit tous laisser notre casquette d'économiste ou d'expert de marché et endosser celle de virologue. Mais enfin, la campagne de vaccination bat son plein dans pas mal de pays européens. Je pense qu'on peut tous sur ce plateau, et j'espère que vous voulez être vaccinés d'ici cet été et qu'on habite au sud ou au nord de l'Europe. Et les cas diminuent. Donc la réouverture au second semestre semble quand même quelque chose sur lequel nous, opérateurs de marché, peuvent tabler. Mais encore une fois, et je reprends par exemple les propos du vice-président de la BCE, Luis de Guindos, qui dit, tiens, par exemple, ça peut être un guide pour la Banque Centrale Européenne. Quand on arrive à 70% de vaccination dans la population adulte, peut-être que ce sera le moment pour la BCE de retirer une partie du soutien monétaire qu'elle offre. Pour le marché, cette idée de pic, que ce soit le pic d'activité, le pic de vaccination, c'est un moment important quand même. Le marché est sensible à ces dérivés secondes, comme on dit. Certes, je pense que les deux banques centrales, Fed et BCE, ont été excellentes dans leur communication. Fed d'ailleurs, il fallait quand même anticiper cette idée finalement d'inflation temporairement au-delà de l'objectif. Et temporairement, on verra s'ils ont été justes là-dedans. Mais en tout cas, préparer le marché, et que inflation au-dessus de l'objectif ne voulait pas dire arrêt de la politique monétaire accommodante. Je pense que les questions se posent davantage aux États-Unis qu'en Europe. Je pense que le risque inflationniste est en Europe, en tout cas de mon point de vue, moins élevé. Moins de stimuli budgétaires. Objectivement, on ne fait pas 2002 trilliards de relance budgétaire. On a péniblement nos 850 milliards, dont la moitié sont des prêts, je le rappelle. L'autre moitié va être ventilée dans les États membres, évidemment, et ce pendant 6-7 ans aussi. Donc l'impact en termes d'activité économique sera moindre. L'Europe, plus que les États-Unis, a besoin de taux bas, notamment parce que ces taux sont répliqués par les institutions financières et donc aux entreprises. Les entreprises européennes dépendent pour 2 tiers de leurs besoins de financement des banques européennes. Aux États-Unis, ces 2 tiers dépendent des marchés. Donc je dirais, voilà, lorsqu'il y a de l'appétence pour le risque maintenant, comme on le voit sur les marchés, ça soutient les marchés de crédit, ça abaisse les coûts de financement des entreprises américaines. En Europe, c'est plutôt la BCE qui a la main sur la tarification, évidemment, des prêts aux entreprises. Et on sait que nombre d'entre elles, il n'y a qu'à se promener dans les rues de Paris pour le voir, sont encore dans de grandes difficultés pour l'instant. Donc je pense qu'il faut que la BCE donne du temps à ces entreprises de se refaire une santé. Bon, Frédéric Rollin, là on fait un peu le tour d'horizon de la situation au début de ce nouveau quadrimestre sur les marchés. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à l'analyse et toujours cette idée du pic là. Est-ce que le thème du pic, c'est quand même quelque chose d'important pour les marchés, pour les investisseurs, pour la dynamique de marché qui est encore devant nous? Et je crois que ce qui est intéressant aussi dans le chiffre de l'ISM, c'est peut-être un pic économique, mais aussi peut-être un pic de bonnes nouvelles. On a l'impression quand même, on est arrivé en début de l'année, les marchés étaient déjà quand même assez richement valorisés, et puis Biden, des plans, 1000 milliards, 2000 milliards, 3000 milliards, etc. Ça ne cessait d'augmenter, la vaccination avance, en géopolitique tout est calme, Joe Biden avait dit, je vais d'abord réunir un peu mes alliés, puis ensuite je vais peut-être partir en confrontation, et finalement on a eu, en tout cas par rapport à l'ère Trump, quelque chose d'assez sensiblement plus calme et moins inquiétant, et la Fed continue à nous dire, écoutez, voilà, tout va bien, je mets des liquidités, l'inflation, c'est un phénomène temporaire cette fois-ci, je vous l'assure. Donc, au fond, on a toutes les bonnes nouvelles possibles, et puis on se demande, et puis les résultats aussi, qui sont excellents. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux? Et là, on commence à un peu se poser la question, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de mieux aujourd'hui? Alors, peut-être en Europe. En Europe, effectivement, là, en tout cas, la démonstration que cette reprise qu'on attend arrive, ça peut être pas mal. Au Japon aussi, on peut avoir ce type de nouvelles encore bonnes. Mais aux États-Unis, ça paraît difficile. Et quand on regarde en plus le positionnement des investisseurs aujourd'hui, alors il y a eu par moments beaucoup d'enthousiasme. On a vu l'affaire GameStop, c'est le YOLO, you only live once, on ne vit qu'une fois. On a $100, on peut acheter une citrouille. Eh bien non, on va acheter des calls sur une action et on va avoir un carrosse. Donc voilà. Et puis tout ça s'est accumulé. Quand on regarde les positionnements des investisseurs donc particuliers ou des investisseurs professionnels, je crois que aujourd'hui tout le monde est là, acheteur, et donc à attendre la prochaine bonne nouvelle. Nous, on commence
à se poser la question là-dessus. Effectivement, on se demande si on n'est pas, au moins temporairement, parce que malgré tout, quand même, l'activité est là, la croissance bénéficiaire est là, mais donc on n'est pas non plus, on marche pas sur les nuages, mais temporairement, peut-être une consolidation, un pic de marché, parce que on ne sait plus quelle bonne nouvelle, il peut y en avoir, mais quelle bonne nouvelle encore on pourra attendre. Et puis, qui pourrait acheter d'ailleurs sur cette bonne nouvelle si pratiquement l'intégralité des investisseurs aujourd'hui est appuyée sur le champignon et déjà aux limites de vitesse. Ce qui est intéressant, alors quand on regarde les marchés obligataires, qui sont quand même la caisse de résonance de toutes ces dynamiques macro, croissance, et puis les anticipations d'inflation, le mois d'avril a été très intéressant parce qu'on a vu une stabilisation des taux longs américains, même un petit peu en dessous du pic qu'ils avaient pu atteindre fin mars à 1,75 plus pour le 10 ans américain. Et dans le même temps, on a vu les taux longs européens, l'Allemagne, mais les autres également, qui avaient plutôt tendance à remonter, à poursuivre leur remontée au cours du mois d'avril. Comment vous interprétez alors ce mouvement de va-et-vient ou de passage de relais? Est-ce que la remontée des taux longs, par exemple, en Europe, qui a été le cas du mois d'avril, est-ce que c'est un signal de confiance des investisseurs vis-à-vis de la reprise européenne à venir? Est-ce que ça peut être un danger pour le marché européen? Alors, on a l'impression que c'est une séquence, en fait. D'abord la Chine. Oui. Et puis il faut repartir de la Chine. On repart de la Chine. D'ailleurs, tout a commencé là. Avec, au début, une relance très très forte, et puis donc aux taux. Ensuite, les États-Unis. Les États-Unis ont une amplitude quand même de hausse des taux qui est très supérieure à celle de l'Europe. Et puis maintenant, on songe à l'Europe. Pour nous, c'est quand même peut-être deux histoires un petit peu différentes, parce que aux États-Unis, donc les taux ont déjà quand même bien remonté. Pour nous, ils peuvent encore un petit peu remonter sans trop inquiéter. Mais en tout cas, on pense que la discussion sur l'inflation, même si on va être nous plutôt modérés dans cette discussion, en tout cas la discussion sur l'inflation risque de devenir plus vive, tandis qu'en Europe, au fond, le risque inflationniste, même si les chiffres d'inflation d'ailleurs on les voit remonter, mais le risque inflationniste est très très inférieur, et donc il nous semble que de toutes les façons la BCE aujourd'hui a tout le loisir, même s'il peut y avoir quelques dissensions internes, en tout cas a tout le loisir pour maintenir quand même une politique monétaire ultra accommodante avec des taux proches de zéro. Du côté des États-Unis, du côté de la Fed, on écoute Powell, mais on écoute aussi Kaplan. Powell, c'est celui qui a les responsabilités, donc il nous dit tout va bien, vous inquiétez pas, etc. Mais vous avez ceux qui votent pas, comme Kaplan, mais qui regardent de près et qui disent oui, quand même là, il y a un petit peu d'inflation, peut-être va falloir parler de tapering un petit peu plus rapidement. Et donc je pense que cette discussion va se renforcer aux États-Unis. Donc le risque sur les marchés actions et obligataires aux États-Unis nous paraît en tout cas plus important qu'en Europe, malgré ces mouvements récents. Donc on aura dépassé le momentum de croissance, le pic de croissance, mais le débat sur l'inflation, lui, il va rester aux États-Unis. Alors ça va être la question. Nous on a le sentiment que le risque inflationniste aux États-Unis, j'ai envie de dire, pour l'instant, est temporaire. C'est-à-dire que on va voir. Il est transitoirement temporaire. Voilà. Si vous ne comprenez pas tout, c'est normal. Pour l'instant, c'est transitoire. Pour l'instant, c'est transitoire. Non, mais je plaisante. Effectivement, c'est transitoire. C'est sérieux, parce que c'est hausse des matières premières. Bien sûr. Et puis problème de capacité, etc. Ouais. Donc grosse demande et tout. Oui. La pénurie ne va pas durer ad vitam aeternam. Après, il va y avoir. Et là, je dirais que tous les économistes sont d'accord. Pratiquement, et qu'ensuite, ma foi, l'inflation redescend parce que, la situation structurelle aux États-Unis et dans le monde est plutôt de faible inflation. Voilà, avec une inflation qui va persister un petit peu quand même, puisque quand on a eu 3 ou 4% d'inflation à un moment donné, on va quand même demander des hausses de salaire, donc on va aller sur 2,5, puis lentement sur 2. Mais moi, on a envie de poser la question, qu'est-ce qui se passera quand effectivement on va atteindre ces niveaux très élevés? Est-ce que les économistes ou les investisseurs auront toujours autant le moral au moment où en plus la Fed commencera peut-être à faire un petit peu de tapering pour dire vous inquiétez pas, pour l'instant c'est temporaire et transitoire. Il se peut finalement que l'assurance des marchés soit peut-être un peu plus transitoire
soit aussi transitoire, je dirais, que l'inflation. Quand on verra l'inflation dans le blanc des yeux, comme disent les Américains, peut-être que les réactions seront un peu différentes. Voilà, on est près du train, là, on pense qu'il va s'arrêter, mais quand la locomotive arrive, d'un seul coup, on se dit peut-être je vais reculer un peu quand même. Voilà. Comment, Frédéric Rosier, comment vous voyez évoluer le débat sur l'inflation aux États-Unis, évidemment, qui sont en avance de phase et dans une situation différente de celle qu'on connaît en Europe? Je parlais en intervenant de marché, pas en économiste, en intervenant de marché. J'allais dire que quand tout le monde regarde d'un côté et tout le monde est convaincu de quelque chose, j'ai tendance à penser que la possibilité que les choses ne se passent pas comme prévu puisse se réaliser. Et quand j'entends le mot transitoire poussé de manière forte et que je vois par exemple une tension entre le PPI et le CPI, que je vois les prix sur l'immobilier aux États-Unis qui a des niveaux records, j'ai récupéré les chiffres quand même des matières premières parce qu'il y a des hausses assez significatives sur les matières premières. Le gaz, plus de 25%, le porc, 90%, le maïs, parce que vous savez qu'il y a un problème de sécheresse, 50% de hausse. Le cuivre aussi, 40 à 50% de hausse. Quand on pense qu'il y a une transition énergétique qui est en train de se mettre en place, il y a des matières premières qui ne peuvent pas baisser parce que la demande va exploser. Donc je pense qu'il y aura naturellement, structurellement, des tensions, plus derrière le changement climatique qu'on va devoir supporter. Donc je pense que structurellement, on va avoir une tension sur les prix. Même si demain la croissance mondiale se normalise, parce qu'on ne va pas soutenir le rythme de 5-6% de croissance tous les ans, vous dites le super cycle des matières premières, il sera guidé aussi par d'autres phénomènes, d'autres facteurs. Le prix de l'énergie, on n'a absolument pas investi comme il fallait sur l'énergie aujourd'hui pour fournir justement cette transition énergétique. Donc, je pense que globalement, oui, on va avoir une tension sur les prix. Les salaires, on peut parler des élections allemandes, mais c'est vrai que le programme vert propose, en tout cas dans les fondements du programme des Verts en Allemagne, qui est actuellement leader dans les sondages d'opinion, propose une augmentation de quasiment 30% des salaires. On connaît aussi les tensions salariales. Les tensions salariales qu'on a aux États-Unis et la volonté de certaines entreprises d'augmenter les salaires. On sait qu'on a la problématique électorale en France qui va arriver très très vite sur les salaires et je pense qu'on n'est pas du tout dans une histoire de baisse de salaire, au contraire. Donc je pense que tout ça fait qu'on aura, à mon avis, des mauvaises surprises sur le niveau de l'inflation. Le narratif de dire ok, l'inflation c'est transitoire parce que c'est lié à des phénomènes ponctuels. La boucle prix-salaire, vous dites... je ne crois pas du tout. Oui, mais la boucle prix-salaire, elle peut se mettre en route, contrairement à... Je sais, j'entends, hein, tout le monde est d'un avis contraire. C'est pas encore un avis central, je suis d'accord. Mais c'est vrai que je trouve que même structurellement, il y a des choses qui se mettent en place pour que le transitoire, au moins, puisse durer un peu plus longtemps. Que ce qu'on imagine aujourd'hui. Voilà, et qu'on forme peut-être un plateau dans ce cas-là, sur des niveaux relativement élevés de prix, et qui pousse effectivement la Réserve fédérale à agir dans ce sens. Donc attention quand même. C'est-à-dire, voilà, dans ce schéma-là, ce scénario de risque ou alternatif, Frédéric, qu'est-ce qui se passe avec des taux américains qui iraient, à mon avis, un plafond à 1,80, 1,85, je pense que le seuil de risque pour la Fed, c'est aux alentours de 2,10, à mon avis. On est break-even, donc je pense que c'est vers ce niveau-là que la Fed pourrait intervenir, mais je pense qu'on va tester la Fed aussi dans ce cadre-là. Donc voilà, je suis plutôt à jouer honnêtement, une mauvaise surprise sur l'inflation, qui n'est pas forcément mauvaise d'ailleurs pour les actifs risqués comme les actions. Hein. Voilà. Oui, il y a des actifs actions qui peuvent profiter d'un phénomène reflationniste. Hein. C'est un peu l'idée dans laquelle on vit depuis quelques mois. On voit quand même que le chemin de crête est étroit entre les deux histoires. Alors Frédéric Rollin et puis Vincent Juvin. Ce qui corrobore ce que je disais, c'est vous allez voir dans les comités d'investissement des économistes qui vont vous dire voilà, non, l'inflation revient à 2,5, regarde, j'ai un modèle quantitatif qui nous dit que salaire, emploi, etc. Et puis vous allez avoir aussi des responsables d'investissement qui, au bout d'un moment, avec l'inflation qui remonte à 4 et qui a peut-être un peu de mal à redescendre, vont dire au fait, mais c'est quoi ton modèle? Est-ce que tu peux préciser, etc. La fiabilité. Donc on voit bien que ça risque de poser des difficultés. Mais bon, je pense que probablement ceux qui, à ce moment-là, restent sur l'idée que l'inflation, effectivement, est un phénomène transitoire, gagneront, mais peut-être en passant par quelques difficultés, notamment celle d'un test de la Banque centrale américaine. Vincent Juvin. Je me range du côté de Frédéric Rollin, mais voilà. Même si, en tout cas, je souscris à certains des éléments qui ont été décrits. Je pense que dans certains marchés de commodities, il y a des super cycles qui sont là et en puissance. C'est certainement tout ce qui touche à la transition énergétique. Cela étant, dans le même temps, et ça, je pense que c'est un phénomène de société, une tendance sous-jacente de notre économique qui est forte et qui est durable. Et il faudra en décoder, en tout cas, tout l'impact sur la croissance et sur l'inflation. Elle est également déflationniste. Le prix des renouvelables ces dernières années
année a été en chute libre par rapport au prix des énergies fossiles, à tel point que c'est une véritable alternative en termes de prix. On verra évidemment s'il y a moyen de continuer évidemment à investir aussi, en tout cas fortement dans ces matières que pour continuer à avoir ces baisses de prix, mais ça a été plutôt déflationniste ces dernières années. Mais l'inflation, c'est la clé. Alors, je pense qu'on a des modèles pour la croissance, on n'a pas de modèle pour l'inflation. Enfin, nous, en avons chez JP Morgan, c'est plus complexe. Sur cette matière de l'inflation, je pense qu'il y a une grosse période d'incertitude à court terme. À long terme, on connaît tous un petit peu ces éléments qui pèsent dessus, et qui, pour moi, à certains égards, ont été renforcés par la crise du Covid. Enfin, quelque part, il y avait cette idée que la globalisation est morte. La globalisation, elle sort triomphante de la crise du Covid. Enfin, je le pense sincèrement. Les échanges commerciaux sont repartis, effectivement, de manière très atypique dès la sortie de crise. Voilà, il y avait cette idée que les technologies, c'était quelque chose de déflationniste. Nous ne luttons pas contre des hommes en chair et en os ou des femmes, mais contre l'automatisation de nos fonctions. C'est encore l'adoption des technologies a été renforcée. Prête au vieillissement de la population, je dirais qu'en tout cas un élément déflationniste, il n'a pas été changé par le Covid. On ne va pas rentrer dans les statistiques, mais c'est quelque chose qui demeure d'application. Donc c'est vrai que moi j'ai du mal à 3, 4, 5 ans à voir cette inflation perdurer. Cela étant... Je parlais d'un point de vue plutôt... d'un temporaire conjoncturel qui serait beaucoup plus long, pas effectivement d'un grand cycle d'inflation. On n'est pas dans les années 70. Mais je pense qu'on peut être temporairement sur un plateau assez long qui pourrait provoquer éventuellement des désordres sur les marchés. Maintenant, la vraie question, et je reprends ma casquette alors d'intervenant de marché, pour les investisseurs, finalement, que j'ai raison ou que Frédéric ait raison, dans les deux cas, je pense qu'il faut réellement être sur des actifs à risquer. Et la question du pic sur les marchés d'actions, je dirais, c'est difficile d'aller à l'encontre de la dynamique sur les marchés d'actions. Il n'y a pas d'alternative, en tout cas pas d'alternative qui protège de l'inflation à court terme. Cash, duration sont pas des options. J'ai ou tort raison sur l'inflation, donc il faut continuer à être sur ces éléments-là pour les mois à venir. Et je pense que par rapport à cette idée du pic, si on est investisseur à moyen et long terme, je pense que les entreprises trouveront des stratagèmes pour refidéliser leur actionnariat. Or, si bénéfice il y a capacité à racheter les actions propres, à augmenter les dividendes. On aura sans doute, dans les quelques mois qui viendront, on ne va plus parler de finalement croissance sur les marchés, mais de nouveau la valeur rendement des actions et autres. Ces thématiques rendement vont revenir un peu à l'avant-plan quand les marchés sont plus sur une phase de plateau. Concrètement, parce que là, un petit tour de table sur la stratégie d'investissement, on est parti quand même de l'idée qu'on était peut-être sur un pic d'activité aux États-Unis notamment, avec tout ce qui peut s'en suivre sur la dynamique de marché. Le fond de l'histoire, c'est quand même, vous dites, il ne faut pas lâcher les marchés actions aujourd'hui. Sur le court terme, néanmoins, est-ce que c'est des marchés qui sont un peu fragiles aujourd'hui ? Je ne sais pas quelles sont les positions d'investissement aujourd'hui que vous recommandez chez JP Morgan. Et puis, même question pour vous deux, Frédéric. Très clair, et réellement, et pour tous les clients français qui nous écoutent, donc on est long action chez JP Morgan Asset Management actuellement dans tous les mandats et fonds diversifiés. C'est une conviction qu'on continue à défendre. Alors, ce que feront les marchés dans le mois, 2 ou le trimestre à venir, je suis bien en mal, en tout cas, de l'exprimer. Mais en tout cas, je ne vois pas d'alternative sur les marchés qui nous protège mieux contre ce risque inflationniste à court terme. Les actions sont pricées pour la perfection, mais elles offrent cette perfection jusqu'ici. C'est quand on voit les chiffres, on se demande combien de temps ça va tenir, mais en tout cas, la perfection est là. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une bulle en la matière, puisque quelque part, il y a des réalités sous-jacentes qui justifient des prix qui sont plus élevés que les moyennes historiques. Je n'ai pas d'alternative sur la duration, parce que je pense que moi, je verrais même le seuil critique plus alentour de 2,5 pour le seuil un peu où la fête, où les investisseurs reviendraient sur les taux. Donc, il y a encore quand même des capacités de déconvenus importants. Le petit retour de 1,75 à 1,50, 55 sur le 10 ans américain, c'est pas un mouvement prolongé, vous dites ça. Je serais acheteur de duration US si on passe à 2,5. D'accord, 2,5. Et là, je pense qu'on reverra vraiment un mouvement stop. Parce que si on regarde sur le forward d'inflation, on sera plus sur des taux réels à partir de 2,5. Le cash, dans plein de pays européens et autres, le cash, c'est soit de zéro, soit de négatif, c'est pas une option. Donc l'action reste évidemment l'actif phare actuellement. Frédéric Rosier. Alors sur du court terme, honnêtement, on va dire neutre, peut-être légèrement moins quand même. Neutre, prudent. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on le voit sur le marché, je trouve qu'il y a des prises de bénéfices qui sont opérées. C'est ce que vous disiez sur les résultats. C'est stratosphérique, ça bat le consensus à plate couture. Et on achète un peu les trucs tarte à la crème, comme le luxe, des trucs qui offrent de la visibilité, mais voilà, on ne prend pas trop de risques.
Et par contre, c'est vrai que des cycliques qui ont bien performé, on prend des bénéfices. Donc, je trouve qu'il y a plein d'indicateurs techniques aujourd'hui. L'automobile, le secteur automobile, c'est bien calmé quand même ces dernières semaines. On a perdu 10-15% sur les points hauts. Donc, je vois plein d'indicateurs techniques qui laissent supposer quand même que le marché pourrait se contracter en gardant le même optique, vraiment positif sur l'année. Mais sur du court terme, honnêtement, on va dire sur les 2 mois qui viennent, je vais me mouiller un peu, je pense qu'entre 5 et 10% de baisse, ça ne serait pas étonnant et ça ne casserait pas forcément la dynamique haussière du marché. Mais je pense, en fonction des poids aussi de la rotation sectorielle, mais je vois par exemple, il y a un repricing en ce moment sur des secteurs financiers, de l'assurance par exemple, qui se reprice un petit peu. Donc il y a encore des secteurs sur lesquels il y a encore du potentiel de hausse sur du court terme, mais on commence à épuiser, à mon avis, le potentiel court terme sur certaines thématiques. Donc, au gré de cette rotation sectorielle, je vois bien quand même un marché de baisser de les minimum 5% dans les prochaines semaines. Bon. Ça, c'est le moment tactique, effectivement. Vincent, 5%, je veux bien admettre que ça fait partie, en tout cas, des scénarios possibles. Est-ce que, du coup, pour les investisseurs, c'est pas le moment de revenir une fois bien sûr. Voilà. Ce sera un buy the dip. Ce sera un buy the dip. De toute façon, pour l'instant, le marché, ça fait structurellement et buy the dip. Donc, voilà, du coup, de ce côté-ci de la table, je pense que les avis s'accordent un petit peu. Frédéric Rollin, sur la stratégie d'investissement. Alors, à court terme, là, tactiquement, on est parti de l'idée que c'était peut-être un peu tendu. Est-ce que vous confirmez effectivement dans votre stratégie qu'il y a matière à s'alléger un peu, et puis où est-ce que vous avez encore envie d'être positionné aujourd'hui dans les portefeuilles pour le compte des clients, bien sûr? Nous, effectivement, on vient de prendre des bénéfices sur une position acheteuse qu'on avait depuis le début de l'année. D'abord, les marchés ont quand même bien performé. Je disais tout à l'heure, on a quand même du mal à savoir ce qui pourrait mieux se passer. Les investisseurs, en tout cas en termes économiques, peut-être en Europe, peut-être au Japon, mais en tout cas sur les marchés, les gros marchés comme le marché américain, ça devient difficile de trouver comme ça des bonnes nouvelles surprenantes. On commence même à avoir parfois des nouvelles moins bonnes, comme l'ISM. Et puis on se dit, attention quand même, la Banque centrale américaine pourrait commencer, là elle est quand même ultra accommodante, la croissance est forte, l'inflation reprend, elle continue d'acheter des obligations, ça nous semble vraiment un peu en dehors des clous, donc à un moment donné il va falloir qu'elle revienne, et les bonnes nouvelles économiques risquent de devenir des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire on va dire, le chiffre de l'emploi est bon, non, dommage, les marchés baissent parce que, ça veut dire que la Fed va accélérer son tapering éventuellement. Si l'économie américaine crée plus d'1 million d'emplois en avril, ce qui est tout à fait possible, on aura le chiffre vendredi, ce qui est largement possible. Et plus on ira au-delà de ce qui était attendu, plus le marché sera peut-être refroidi par cette idée d'une économie en sur-régime. Voilà, l'inflation est temporaire, qu'à partir du moment quand même où si on atteint des niveaux d'emploi très très solides, à ce moment-là quand même, on a un refroidisseur. Si on n'a pas ce refroidisseur-là, du coup, là, on peut se poser la question de l'inflation et ça devient... Alors, il faudrait peut-être acheter les marchés actions à ce moment-là, mais nous, on a quand même le sentiment que la Fed voudra garder un certain contrôle de l'inflation et qu'il y aura cette pression économique. Donc, attention à ce niveau-là. Et c'est un peu comme les marchés asiatiques il y a quelques mois. On arrive peut-être au pic. Donc, on reprend nos bénéfices. On ne se met pas vendeur. On n'a pas ce courage-là pour l'instant parce que, il y a un total manque d'alternatives. Donc, peut-être une correction de 5 à 10% pour revenir acheteur. Et sinon, sur nos actions, on a une préférence aujourd'hui pour le Japon, parce que lui, pas trop cher, avec des bonnes nouvelles économiques à venir, et puis un marché qui est très très lié à l'investissement. Et à la suite d'une croissance bénéficiaire plutôt solide, on a, et on le voit déjà d'ailleurs, des fortes reprises de l'investissement. Ça peut être un marché intéressant de ce point de vue-là. Et est-ce que vous avez cité l'Asie d'un mot? C'était le grand trade de 2020. Est-ce qu'il est déjà temps de se poser la question de revenir peut-être sur ces marchés émergents, enfin Chine, Asie en l'occurrence, ou est-ce que c'est pas encore la question à ce stade? Alors je dirais d'une façon stratégique, pour nous, c'est un marché qu'on aura envie de surpondérer de façon systématique tous les jours. Parce que y a véritablement, c'est vraiment un endroit où la croissance est très forte, le potentiel est très fort, mais là, je ne vais pas redévelopper ça. D'une façon, je dirais, plus tactique, c'est pas forcément aujourd'hui qu'on a envie d'en remettre, tout simplement parce que le cycle de liquidité est plutôt encore en défaveur des marchés actions. Il nous reste 5 minutes, Frédéric Rosier. Je voulais qu'on dise un mot quand même du procès de l'App Store, puisque c'est quand même bien le sujet traité depuis aujourd'hui par une juridiction américaine de Oakland, en Californie, avec les accusations qui ont été mises en avant par Epic Games, l'éditeur du jeu Fortnite. Il y a une petite bataille entre Apple et l'éditeur du jeu Fortnite, puisque Apple a même retiré le jeu Fortnite de son App Store.
c'est tout le sujet, c'est le procès de l'App Store et visiblement, ça va être quand même un jugement qui fera date peut-être dans l'histoire. Et Dieu sait si des procès entre Apple et d'autres, on en a vécu ces dernières années. Généralement, on en parle assez peu. Là, c'est un procès qui pourrait marquer l'histoire. Et de géants. Tencent, Apple, on est sur des géants technologiques américains et chinois finalement qui s'opposent. Et donc la question, et il y a beaucoup d'attaques aujourd'hui autour d'Amazon, d'Apple, Google. On a l'impression quand même que la pression, que ça soit aux États-Unis, en Europe et même en Chine, elle commence à devenir forte. Donc effectivement, le problème d'Apple, c'est son Apple Store et le fait qu'on est dans un système totalement fermé aujourd'hui, propriétaire. Et quelque part, la question, c'est la concurrence aujourd'hui. Est-ce que oui ou non, on peut continuer avec un système fermé comme ça ? Ce qui est marrant aussi sur l'Apple Store, c'est que vous n'êtes pas propriétaire de votre contenu. Ce qui est une absurdité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous achetez un contenu, vous êtes dépendant d'Apple Store et vous n'êtes pas propriétaire des contenus, notamment musicaux. Donc tout ça sur la propriété, sur l'ouverture au marché, pose d'énormes problèmes. Donc je pense effectivement que ce procès est important parce que ça peut casser quelque part le système, mais plus globalement beaucoup de GAFA. On voit que Facebook est en train de revoir aussi son système économique et voudrait passer dans un modèle payant. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous n'ouvrez pas vos données à Facebook comme la loi vous l'autorise, il y aura un surcoût. Ouais. Donc on arrive peut-être un petit peu à la limite d'un système pseudo ouvert, mais en réalité qui était payant, dans lequel il va falloir effectivement trouver un nouveau système économique. Donc attention, je pense que ça peut avoir des conséquences aussi sur la valorisation d'Apple, parce que Apple, on le paye pourquoi ? Aujourd'hui, c'est que le revenu d'Apple est déjà connu avant que l'année commence, finalement, par le contenu d'Apple Store. Et donc, si on arrive... Un miracle économique, disait Tim Cook il n'y a pas très longtemps. Amazon, c'est la même chose. Aujourd'hui, les abonnements premium d'Amazon vous fait déjà le chiffre d'affaires de l'année. Donc, la question, c'est effectivement, si vous commencez à casser ce système-là, vous cassez aussi la visibilité que vous avez auprès des GAFA. Vous savez que les GAFA, aujourd'hui, c'est le blue chip américain, c'est-à-dire que c'est le General Electric des années 80, c'est-à-dire des sociétés aujourd'hui installées qui génèrent du cash flow, forte visibilité. Donc si vous cassez un peu ce modèle-là, je pense effectivement que ça peut tanguer quand même sérieusement. Jusqu'à présent, la défense d'Apple sur ce sujet a jamais été prise en faute. C'est-à-dire que, au-delà du fait que ce soit un système fermé, ça c'est sûr, vous allez chez Google, la plateforme de téléchargement de Google, Android. Sur Android, vous pouvez avoir accès à d'autres plateformes de téléchargement que la seule plateforme de Google. C'est pas le cas chez Apple. Sur les 30% qui sont pris effectivement aux développeurs, Apple a toujours cette ligne de défense qui est de dire c'est de l'argent qui est réinvesti dans la plateforme. Ah bah oui, mais alors on verra. Peut-être qu'on aura le modèle, la transparence du modèle économique de l'App Store à travers ses audiences. Peut-être qu'on aura des chiffres qui n'ont jamais été communiqués. J'en sais rien, mais cette défense-là, pour l'instant, elle a toujours tenu. Oui, mais après, ce modèle qui effectivement prend quand même des royalties relativement importantes sur les développeurs est quand même assez unique comme système. C'est comme si ça revient à dire aujourd'hui, vous achetez une télé, mais par contre, vous n'avez pas le droit de regarder les chaînes que vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même le Apple qui est propriétaire de la diffusion, c'est-à-dire qu'il l'autorise ou pas dans l'Apple Store. Il est jugé parti. C'est quand même quelque chose d'assez unique, honnêtement, si on considère que c'est un média. On n'imagine pas aujourd'hui un fabricant de radio ou un fabricant de téléviseur choisir le programme qui vous est destiné. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, je pense qu'il y a tout ça qu'on doit remettre un petit peu en question dans ce type de procès. C'est oui ou non, est-ce que Apple est propriétaire de son écosystème ? Et à l'inverse, on imagine si le verdict à terme est favorable à Apple, c'est un renforcement. De position terrible. C'est ça, c'est un renforcement de l'App Store, du modèle économique d'Apple qui devient indéboulonnable. Droit de vie et de mort sur notamment les producteurs de jeux vidéo, c'est clair, ou de contenu. Bon, je sais pas si ça inspire un petit commentaire pour conclure l'émission. Vincent, Frédéric. Je note que le business model d'Apple est répliqué par toutes les entreprises aujourd'hui. C'est l'économie de l'abonnement. Aujourd'hui, dans votre supermarché, votre magasin de café, votre abonnement TV, que sais-je, cartouche d'encre. Oui, mais ça a été ouvert. Par exemple, le café aujourd'hui, vous pouvez mettre du Nespresso, vous pouvez mettre les cartouches. Ça a été ouvert. C'est-à-dire qu'il y a une règle qui a autorisé, il y a une loi qui a autorisé la possibilité de mettre des cartouches autres que Nestlé dans les Nespresso.
Il n'y a pas que les jeux d'Apple dans l'App Store non plus. Non, voilà. Au-delà de ça, je pense que sur les GAFA, la rentabilité, enfin, la fiscalité et la rentabilité va être affectée dans les prochaines années. Maintenant, de notre point de vue, ça ne remet pas du tout l'utilité des GAFA en termes de briques de portefeuille. Par rapport aux questions du moment sur la place des technos dans les portefeuilles, chez nous, clairement, on a envie d'être long, comme Frédéric le disait, sur les GAFA un peu tous les jours. Bon. Frédéric Rollin, pour conclure, oui, ça reste incontournable. Je dirais des soucis de long terme essentiellement, mais effectivement, c'est quand même des très très belles croissances sur des business models qui sont aujourd'hui absolument imparables. Donc oui, je pense qu'ils auront peut-être à terme des problèmes d'antitrust, notamment des problèmes de sécurité de données ou ce type de procès, mais je crois qu'à court terme, ça reste quand même des très belles croissances. De croissance pour les ventes des GAFAM qui ont publié sur le premier trimestre 2021 versus le premier trimestre de 2020, et c'est même en croissance par rapport au premier trimestre de 2019. Donc le temps que ça soit joué. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Vincent Juvin, JP Morgan Asset Management, Frédéric Rollin, Pictet Asset Management et Frédéric Rosier, Mirabeau et compagnie. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, un quart d'heure qui nous permet de sortir des marchés boursiers pour s'intéresser de temps en temps quand même à l'immobilier. Bien sûr, une des briques centrales de l'investissement et de l'épargne des Français. Et on en parle avec Eric Cosra, qui est le président du groupe Perial, à mes côtés en plateau. Eric, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. On parle SCPI avec vous. Vous êtes un acteur qui a plus de 50 ans d'existence sur le marché des SCPI en France. Près de 5 milliards d'euros sous gestion, je crois, aujourd'hui. Eric, les chiffres sont bons? Les chiffres sont exacts. Les chiffres sont exacts. Bon. On va parler de l'investissement immobilier et de l'ISR qui devient là aussi un filtre très important pour les gérants et pour vos clients. Mais juste un petit peu la couleur de ce début d'année. On vient de franchir le premier tiers de l'année, le premier quadrimestre. On a tous constaté, vous les premiers, les professionnels de l'investissement immobilier, la résistance et la résilience de ces SCPI à travers une crise pandémique incroyable, dont on n'est pas encore complètement sorti. Ça, c'était en 2020. Qu'est-ce qu'on peut dire des 4 premiers mois de l'année? Est-ce que l'appétit de vos clients investisseurs est toujours là? Et vous, en tant que société de gestion immobilière, où est-ce que vous avez envie d'orienter vos investissements à ce stade de la sortie de crise? Alors effectivement, on espère à la fin de cette crise pandémique, en tout cas on en voit la fin du confinement et notamment avec une vaccination qui commence à s'intensifier. Et ce que l'on a constaté sur le premier trimestre, c'est que les SCPI se sont plutôt bien comportés, avec une véritable résilience, comme vous le disiez. Donc elles confirment leur image de valeur refuge, qui est important, et qui a été dans la trajectoire de l'année 2020. 2020 a été très compliqué, on le sait tous, on a tous vécu des moments difficiles, et le placement immobilier a montré en tout cas sa résilience, et les SCPI ont montré leur capacité à continuer à distribuer des dividendes. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis le premier trimestre? Alors on n'a pas les chiffres exacts de la profession encore, mais ce que l'on peut constater, en tout cas chez Perial AM, c'est que nous avons eu un très bon début d'année avec plus de 160 millions d'euros de collecte, donc c'est un bon indicateur. Le deuxième indicateur favorable et important, c'est le taux de recouvrement des loyers, puisque c'est avec les loyers que nous payons nos dividendes, et qui est à la hauteur de 90%. Donc on peut constater qu'il n'y a pas eu d'accidents et que nous continuons à pouvoir percevoir ces loyers avec évidemment beaucoup de travail de la part des équipes, une proximité des clients à la fois les locataires, puisqu'il faut les accompagner justement dans leur paiement des loyers, et puis également une proximité avec les associés, puisque nous continuons donc à verser des dividendes, et des dividendes en ligne avec nos prévisions. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que dans les scénarios de risque que vous avez en tête, est-ce qu'il faut craindre justement peut-être un peu plus d'accidents au fur et à mesure de la réouverture et de la reprise qui équivaut à peut-être aussi une réduction des mesures de protection, de soutien? Est-ce que ça va être un moment délicat de ce point de vue-là pour les acteurs dans lesquels vous investissez, Eric? Alors, on est un petit peu dans l'expectative, bien évidemment, comme l'ensemble de l'économie française. Les SCPI ont un véritable rôle d'hébergement des entreprises, et toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. On le voit bien qu'il y a des secteurs qui sont touchés. Alors, on pense au commerce, on pense à l'hôtellerie, on pense également au secteur du transport. Et puis également, vous avez toute une activité économique qui continue
qui s'intensifie et qui résiste plutôt bien. Et donc le profil des locataires est représentatif justement de cette cartographie dans lequel économique. Et en tout cas, chez Perial, nous constatons que nous avons plutôt des locataires qui sont finalement en bonne santé. Donc c'est un point important. Ouais. Le deuxième point également qui est quand même important et qu'il faut regarder, c'est qu'on est à l'heure du télétravail et que les bureaux ont été largement remis en question. Et beaucoup de SCPI sont investis dans l'immobilier tertiaire, l'immobilier de bureau. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'au troisième confinement, on a plutôt des salariés qui sont plutôt contents de revenir au travail. Et donc on voit bien cet équilibre qui est en train de se jouer entre un télétravail qui est incontournable, mais un bureau qui reste irremplaçable. Et en tout cas, c'est notre conviction chez Perial. Le curseur est en train de se régler. On est peut-être allé un peu trop loin dans le fantasme du monde d'après. On a effectivement la communication. Alors néanmoins, nous, on se prépare aussi à des évolutions très fortes en termes de besoins des entreprises, où le bureau est perçu de manière très différente de ce qu'il était avant la pandémie. On constatait déjà quelques tendances, mais on voit beaucoup plus que le bureau est un lieu d'échange, de créativité, où le collaborateur aime se retrouver pour pouvoir partager justement avec ses collègues. Et avec ça, il faut d'autres emplacements. C'est-à-dire qu'on est beaucoup moins dans l'immobilier, dans le bureau privé, particulier, et beaucoup plus dans des lieux de réunion, ou en tout cas des lieux d'animation. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place chez Perial pour notre patrimoine et pour nos entreprises locataires. À propos d'évolution profonde, parlons donc de l'investissement immobilier responsable. Ce sont d'ailleurs, alors je crois que parmi vos SCPI, il y a FPO2 qui existe depuis 2009, si je ne dis pas de bêtises. PFO2. PFO2, pardon, Eric Cosra. Et donc qui a pris en compte cette dimension environnementale, sociale, de gouvernance depuis plusieurs années. Elle a été labellisée ISR, cette SCPI, l'an dernier. Est-ce que la prise en compte de ces critères ESG, la labellisation ISR, est-ce que ça va devenir, selon vous, un prérequis pour l'investisseur immobilier demain, comme ça semble être le cas sur les marchés boursiers, Eric Cosra? Alors, ce que l'on peut dire, c'est que c'est déjà une évidence, puisque ce qu'on a parlé du bureau, il y avait déjà des tendances qui se dessinaient. Vous aviez raison de rappeler que nous avons été précurseurs en 2009 avec PFO2, qui était la première SCPI qui intégrait la dimension environnementale dans une gestion de patrimoine immobilier. Et donc, nous avons labellisé naturellement cette SCPI avec le label ISR, qui est un label récent que nous attendions depuis longtemps. Pour l'immobilier, hein. Pour l'immobilier, qui existait pour les valeurs mobilières. Et nous avons travaillé avec la profession de manière à ce que ce label puisse sortir. Il est effectivement sorti fin 2020. Donc, PFO2 a été le premier fonds labellisé ISR, l'un des premiers. Nous avons également labellisé une SCI à destination des assureurs vie, qui s'appelle Perial Eurocarbone, où nous allons dans un cran plus loin sur l'engagement environnemental, puisque là, notre engagement est de pouvoir gérer un immobilier qui soit le plus bas carbone possible, donc de pouvoir être le moins consommateur d'énergie. Donc ce qui veut dire que Perial est déjà un acteur référent et déjà engagé dans ce qu'on appelle les performances extra-financières. Et l'investissement socialement responsable, le label ISR, c'est de pouvoir estampiller des placements immobiliers qui n'ont pas uniquement une performance financière, mais qui ont également une performance extra-financière, qui sont de quel ordre? L'environnement, le sociétal et la gouvernance, les trois piliers que vous aviez évoqués, Grégoire. Est-ce que c'est une demande qui correspond à vos clients aujourd'hui? C'est-à-dire, encore une fois, est-ce que ça devient un prérequis pour vous à l'avenir d'avoir, alors labellisé ou non, mais en tout cas de mettre en avant et de prendre en compte ces critères de performance extra-financiers? Alors vous avez raison de souligner que d'abord le label c'est surtout une étiquette. Après ça, il y a ceux qui en mettront juste une étiquette et il faudra combattre sur le greenwashing, justement sur cette tendance à vouloir être un petit peu dans le marketing et pas forcément être dans la conviction. Chez Perial, le label ISR est issu de notre politique RSE, donc la responsabilité sociale de l'entreprise, qui est très marquée chez Perial. Nous sommes un groupe indépendant, les performances extra-financières ont toujours été quelque chose d'important pour nous. Et le label ISR permet justement de remettre l'immobilier au centre aussi des préoccupations. On en a fait un placement financier avec succès depuis 20 ans. Maintenant, il est nécessaire de le remettre au centre des préoccupations pour que, à la fois, les épargnants y trouvent du sens, et les épargnants sont de plus en plus en quête de sens. Les investisseurs institutionnels, eux,
souhaitent avoir ce label ISR comme ils l'ont déjà dans les portefeuilles de valeurs mobilières. Et puis également, c'est dans un engagement d'un immobilier un peu plus proche des préoccupations des Français. Donc on investit de plus en plus dans ce qu'on appelle le domaine de la santé, également pour les résidences seniors, les EHPAD qui sont un véritable sujet à l'heure actuelle. Ça, c'est le S de ESG. C'est ça traduit dans l'investissement immobilier, Eric. Tout à fait. Le S, c'est ce qu'on appelle sociétal ou social. Ou social. Et surtout la prise en compte, et chez Perial, on prend en compte que l'immobilier est en train de changer, là aussi, est au cœur de la transformation sociétale que nous connaissons. Nous sommes dans des sociétés qui évoluent très vite, qui vont beaucoup évoluer avec la pandémie. On sortira différent de la façon dont on est rentré dans cette pandémie en 2020, et l'immobilier doit accompagner justement tous ces engagements sociétaux et trouver son public. Et c'est là où, lorsque vous posiez la question de l'investissement de Perial AM, nous investissons bien évidemment toujours dans le bureau, qui reste incontournable, mais également dans tout ce qui est hébergement sous gestion, donc à la fois que peuvent être des crèches, des résidences étudiants, des résidences seniors ou des EHPAD. Rapidement pour conclure, performance financière dans une SCPI tournée justement vers la prise en compte de ces critères. Alors même si le label existe depuis un an, cette SCPI PFO2 elle existe depuis plus de 10 ans maintenant, vous avez un peu de recul. Qu'est-ce que ça donne en termes de rendement? Est-ce que c'est équivalent à une SCPI non ISR aujourd'hui, Eric? Alors c'est compliqué d'y répondre, simplement c'est que par les faits, PFO2 a 10 ans d'existence, c'est le navire amiral de Perial AM, puisqu'elle pèse maintenant 2,5 milliards de capitalisation, donc c'est à la fois un véritable succès, et le succès est lié à la fois parce qu'elle a dégagé une performance financière qui est supérieure à la moyenne des SCPI, et puis également parce qu'elle a introduit une autre performance, qui est la performance environnementale, en laquelle de plus en plus d'épargnants et d'apporteurs sont effectivement extrêmement sensible. Merci beaucoup Eric d'être venu nous voir pour évoquer l'investissement immobilier en 2021 et le filtre ISR, la prise en compte de ces critères ESG qui évidemment est là aussi un prérequis, en tout cas une demande de plus en plus forte de la part de vos clients pour l'investissement immobilier. Eric Cosra qui était à nos côtés en plateau pour ce marché à thème ce soir consacré à l'immobilier, le président du groupe Perial Asset Management. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.